monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo, Trisoko. On revient aujourd'hui pour parler du projet de développement de 145 territoires de la RDC. Est-ce un projet réaliste lorsque nous savons que les territoires font partie de nos anciens districts et nos districts faisaient partie bien sûr de nos provinces. Nous en comptons aujourd'hui 26 et dans chaque province, nous avons plus ou moins 3 territoires. Et aujourd'hui, le chef de l'État qui a initié le projet de développement de ces territoires voudrait bien que les routes, des écoles, des infrastructures de base donc, mais aussi des projets comme agro-industriels puissent aider nos communautés de base à relever leur niveau de vie. Nous parlons de ceci avec M. Bifouman Dieudonné. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, je voudrais poser la première question, vous qui aimez bien le développement parce que vous en parlez aussi mieux en termes d'idées. Est-ce que dans le développement de nos territoires, avons-nous des priorités? S'il fallait commencer, selon vous, quel serait le premier chantier? Merci beaucoup pour la question. Pour que les gens comprennent pourquoi je vais atterrir sur les chantiers que je considère comme étant prioritaires, je peux procéder par des petites questions-réponses. C'est-à-dire, je ne vous pose pas la question. Vous vous posez des questions je me pose des questions, je réponds. Allez. Première question. Est-ce que dans notre pays, nous n'avons jamais eu de bonnes routes? Depuis l'indépendance jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de bonnes routes. La réponse est si. Parce que il me souvient que Feu Mongolo Diaka, que j'avais suivi une fois à la télé, disait qu'en 60, il avait quitté Bukavu pour arriver à Kinshasa à bord d'une VW coccinelle. Une voiture de bas niveau, mais c'est arrivé à Kinshasa, de Bukavu jusqu'à Kinshasa. Donc les routes étaient bonnes. N'avons-nous pas eu des écoles? La réponse est oui, j'en connais plusieurs. Les écoles que les Belges nous ont laissées. Mais aujourd'hui, elles se trouvent dans quel état? Vous êtes dans le passé, hein? Justement, au passé, elles étaient de très bonnes écoles, bien construites. Mais aujourd'hui, elles se trouvent dans quel état? Beaucoup de bâtiments laissés par les Belges, qui sont là, ils se trouvent dans quel état? Donc, ce qui revient à dire que, et quand on se pose la question, pourquoi ça se trouve dans cet état-là, on vous dira, non, c'est un problème d'entretien, on n'a pas bien entretenu les routes, on n'a pas bien entretenu les écoles, on n'a pas bien entretenu ça et ça et ça. Donc, il y a un problème d'entretien. Mais qui devait entretenir, même nos routes, qui devait les entretenir? C'est l'État, c'est la population. Donc, s'il faut d'abord, pour moi, le premier chantier devait être le renforcement des capacités, pour ne pas dire le changement de mentalité. Non, mais il faut pas. Une campagne dont on commencerait d'abord par là. Sensibiliser d'abord la population, les dirigeants, pour savoir l'intérêt, l'importance de ces projets ou de ces plans de développement. Sinon, on va engloutir de l'argent, nous aurons de bonnes routes. En 1987, nous sommes allés enterrer notre papa au village. Mais la route de Kimpese jusqu'à Louose, elle était très bonne. On faisait du 100 à l'heure. En 87, s'il vous plaît. Mais 2 ans après, c'était devenu alors un bourbier. Et combien de fois on a entretenu ces routes-là? Donc, il y a un problème de mentalité. Et pour vous, il faut arrêter le projet si je vous comprends bien alors. Non. Ouvrir un nouveau chantier? Non, pas arrêter les projets. Un chantier de lavage des cerveaux. Commencez par là. Il faut d'abord laver le cerveau des gens, expliquer les bien fondés de ces projets, de ce qu'on va faire, des infrastructures, comment il faudra les entretenir, tout ça. Et puis maintenant, on lance la... Mais vous savez que le chef de l'État, par exemple, il est confronté à de vrais défis du genre, on l'attendait bien, après le départ de l'ancien régime, le nouveau devrait nous apporter le changement, et le changement, c'est ce que la population attend, c'est-à-dire on devait constater que les choses évoluent. Alors, si 5 ans après, il n'avait qu'à présenter des intellectuels, des gens qui ont des têtes pleines, et puis après, sur le plan social, sur le plan éducatif, des infrastructures que nous attendons, il n'y a rien, vous pensez qu'il pourrait encore bénéficier de la confiance de la population?
C'est aussi ça l'enjeu. Mais le chantier de changement de mentalité est un grand chantier. C'est pour préparer le socle du développement du pays. Sinon, à quoi bon d'offrir une route aux gens? Et puis, 6 mois après, 3-4 pluies, la route s'abîme et puis on ne fait plus rien. Le chantier changement de mentalité est un très, très grand chantier. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux mentalités par rapport aux infrastructures dont nous avons besoin? Par exemple, des écoles, c'est aussi... Mais parce qu'on les a eues par le passé. Les écoles, ce sont aussi des laboratoires où on peut changer les mentalités. Mais on les nos a enfants, déjà à partir de la base. On les a eues par le passé. Ce n'est pas que c'est la première fois que nous aurons des écoles. Nous avons eu des écoles par le passé. Ce n'est pas la première fois que nous aurons des hôpitaux. On les a eus par le passé. Et voilà dans quel état ces hôpitaux se trouvent, dans quel état ces écoles se trouvent. Les routes, n'en parlons pas. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a un problème qui dépasse le fait, l'argent. Parce qu'on croit que l'argent est là, aménager les routes et puis c'est tout. Non, l'argent est là. Donc, dans la gestion de cet argent, on peut commencer par un changement de mentalité, mais c'est une telle étape de changement de mentalité, le renforcement des capacités. Il n'est pas dit que ça doit prendre une année. Mais il faut en parler avant même de commencer. Non, mais on parle des mentalités qui ont été détruites pendant des décennies, les changer dans une année. Et je voudrais bien comprendre également, quand vous parlez des changements de mentalité, vous vous adressez à qui? À la population? À tout le monde. Aux dirigeants? À tout le monde. Et quelle est la part de la population dans l'entretien d'une route, par exemple? Mais la population peut voir, il y a des endroits. Le trou vient de commencer, un petit trou d'un diamètre de 50 cm. Devant la parcelle, la personne ne fait absolument rien. 50 cm. Le même trou de 50 cm atteint maintenant des proportions très importantes et on se rabat sur l'État. Mais quand c'était 50, est-ce que vraiment il était interdit? C'est mauvais d'arranger ça à ce moment-là, avec de faibles coûts. Qu'est-ce que vous appelez arranger? Parce que chez nous, on sait que la construction de routes, leur entretien, c'est des choses qui sont réservées au pouvoir exclusif de l'État. Mais justement, c'est tout ça qu'il faut mettre en chantier. Que vous, dirigeants, quand il y aura 50 cm de trous, vous viendrez avec l'argent où vous pouvez mobiliser la population. Vous pouvez mobiliser la population pour qu'on arrête ces trous-là. Dans les villages, cette affaire a été connue quand les routes étaient très bonnes auparavant. Mais ce sont les villageois que l'autorité mobilisait pour arranger les routes. Alors, donc, ce changement de mentalité est fondamental. Sinon, on va vivre. Bon, on engage des entreprises qui vont nous construire de très bonnes routes. Si toutes les routes dans tous les territoires seront asphaltées, là, on comprendrait. Même quand bien même c'est asphalté, l'entretien est indispensable. Donc, ça, c'est moi, en tout cas, dans ma spécialité, je commencerai par là. Mais je me rappelle, vous avez lutté il y a quelque temps pour la reconnaissance ou sinon la construction de l'ISP à Luozi, par exemple, qui est le territoire où vous êtes issu, et cela a été fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour que cela soit maintenu? Parce que quand vous refusez, par exemple, que les routes, les écoles soient construites dans nos territoires, et vous donnez comme exemple celles qui ont été construites au niveau de grandes villes, n'ont pas été bien entretenues, est-ce qu'il faut priver aussi la base, surtout nos territoires qui n'ont rien reçu depuis la colonisation, des infrastructures aussi importantes pour leur développement? Non, ce n'est pas ça le raisonnement. Quand nous nous sommes battus pour que l'ISP Luozi puisse exister, parce qu'il n'existait pas, et puis depuis plusieurs années, les gens voulaient que ça existe. Ils n'ont pas pu faire ça. Nous nous sommes battus. On a pu réaliser. Mais ça, c'est un acquis maintenant. Non, mais ça a épargné un nombre de jeunes. Oui, maintenant le problème... à ne pas quitter Luozi, par exemple, et venir à Kinshasa, où peut-être ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de bonnes conditions de vie, à rester sur place et puis continuer leurs études. Non, il y a beaucoup d'avantages de toutes les façons. Voilà. Je ne voudrais pas... Alors, le même avantage si on l'a mené à Kabé, à Kamwanga, par exemple. Non, je ne voudrais pas entrer dans ces domaines-là, des différents avantages. Avoir des écoles, ce n'est pas une mauvaise chose. Avoir de bonnes routes, ce n'est pas une mauvaise chose. Comme de bons hôpitaux,
ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui écœure les gens, c'est le fait que quand on vous donne quelque chose, vous ne savez pas l'entretenir et ça s'abîme rapidement. Vous, c'est qui? La population, nous ne savons pas l'entretenir, ça s'abîme rapidement. Non, mais ce n'est pas la population qui gère. Hein. Non, il ne faut pas dissocier la population des dirigeants. Parce que tout le monde joue un rôle. Les rôles peuvent être différents les uns vers les autres, mais tout le monde joue un rôle. Mais on voit ça ici, que les gens qui sont au bord des grands caniveaux, ils jettent les immondices dans les caniveaux, et quand il y a le bouchage, ils se réfèrent à l'État. L'État arrange cette affaire. Mais s'il y avait, disons, un changement de mentalité, mais ils n'oseraient pas jeter tout ça. Même dans les grandes villes, les villes occidentales, nous savons bien que la responsabilité de curer les caniveaux revient au service public. Ça, on le sait, non, quand même. C'est vrai, il faut reprocher à la population le fait d'aller jeter. Mais depuis que la population jette, vous connaissez combien de caniveaux que l'on cure régulièrement même? Mais justement, c'est-à-dire le fait d'abord de jeter les immondices n'importe comment, ça fait partie... Ça, oui, ça c'est vrai, il faut condamner. Ça prouve que cette population n'est pas bien nettoyée dans son cerveau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas convaincue de quoi que ce soit. Commencez aussi par l'éduquer dans ce sens-là. Quand on parle dans un projet du renforcement des capacités, ça signifie quoi? C'est-à-dire nous voulons faire ceci, mais pour qu'on le fasse mieux, il faut préparer des gens qui doivent faire ça. Et ces gens-là qui doivent construire ce ne sont pas seulement les ingénieurs, ce ne sont pas simplement les hommes d'affaires qui doivent mettre les paquets, mais la population qui va utiliser, l'utilisateur, les bénéficiaires de ces infrastructures. Il doit être aussi bien préparé pour qu'il sache comment se comporter quand ces infrastructures seront réalisées. Ça, c'est fondamental. Donc, dans les projets, si on a débloqué, on a prévu 1 milliard de dollars, on pouvait même aussi prévoir dans les 1 milliard de dollars, même 100 millions, pour s'attaquer à cette dimension de mentalité. Commencez de même par ça. On est d'abord à 1,6 milliard de dollars pour ce projet. Et dans les milliards, dans 1,6 milliard, combien est prévu pour le changement de mentalité? Il faut lire peut-être le projet. Je ne pense pas qu'ils aient prévu ça. Parce que quand j'ai appris que ce sont les Chinois qui ont gagné le marché, ce ne sont pas les Chinois qui doivent nous apprendre à changer la mentalité. Mais quelle est, selon vous, la démarche à employer pour changer la mentalité de notre population, à comprendre que le développement est important et surtout le développement à la base? Mais c'est ça. Mais ça dit, je ne voudrais pas donner des pistes d'une façon exhaustive. Mais la sensibilisation est une des pistes. Mais il faut en parler. Il faut, disons, utiliser les leaders d'opinion qui peuvent facilement faire comprendre cela à la population. Et vous savez que vous critiquez régulièrement les leaders d'opinion ici, hein? Ah, mais bien sûr. Donc, commencez par ces leaders d'opinion, renforcer les capacités, dire aux députés, maintenant nous allons construire nos territoires. Vous, comme vous êtes leader de ce territoire-là, c'est vous l'élu de ce territoire, voilà comment vous devez vous comporter. Allez dire ça et ça. Mais nous avons quand même vu le Premier ministre recevoir les autorités traditionnelles la semaine passée, il n'y a pas longtemps, et elles ont accepté de s'approprier ce projet. On peut dire qu'à leur niveau, ils ont aussi un rôle. Si vous aviez un conseil à leur prodiguer pour la réussite de ce projet, par exemple, vous leur direz quoi? Mais justement, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire si on considère que les chefs coutumiers sont des leaders d'opinion qui peuvent faciliter la tâche à l'autorité pour bien convaincre la population, mais donner-leur des moyens pour qu'ils fassent ce boulot. Ce ne doit pas être quelque chose de folklorique que nous avons reçu des chefs coutumiers. Je sais qu'il y a des travaux qui exigent que les chefs coutumiers se mobilisent pour faire quoi que ce soit. Non, pour jeter un pont ici, il faut qu'on informe les chefs coutumiers. Si c'est dans ce sens-là qu'on les a reçus, tant mieux. Mais si c'est dans le sens de changement de mentalité, c'est-à-dire qu'ils puissent démontrer ou convaincre la population à s'approprier de ce qu'on va faire, il ne suffit pas de s'approprier, mais il faut savoir comment il faut utiliser les biens qu'on vient de vous donner. Ça, c'est fondamental. Donc, s'il faut des moyens, sur les 1,5 milliard, on peut disponibiliser peut-être pour les députés, et puis pour parler de ça dans les territoires, les chefs coutumiers dont vous parlez, eux aussi peuvent jouer un rôle. Les grandes églises qui sont pignon sur rue, là où elles sont,
peuvent être utilisés. Donc, il faut formaliser ça, que nous avons mis de côté autant pour sensibiliser la population, pour que la population s'approprie et surtout qu'elle sache que faire de ce qu'on va lui donner. Sinon, ils vont croire que, bon, ils ont construit la route et puis c'est fini. Première pluie, deuxième pluie, la route s'abîme. Il va encore appeler le chef de l'État pour venir réparer. Non, ce n'est pas comme ça. Monsieur Bifouman, alors s'il faut parler de priorités, c'est vrai que nous avons des routes, nous aurons des écoles, des infrastructures de base, mais il y a aussi l'agriculture dont vous parliez ici comme l'autre fois, que nos terres sont ont une forte vocation orientée vers l'agriculture. Est-ce qu'on peut dire que l'agriculture serait un atout, serait aussi importante pour booster notamment ces territoires à aller de l'avant? Oui, c'est-à-dire... on ne peut pas dire d'emblée, commencer par ceci. La mentalité, ça c'est indéniable. C'est indéniable. Il faut commencer par laver le cerveau de celui qui va bénéficier, qui va exécuter, faire le suivi de l'exécution et bénéficier. De tous ces acteurs-là, l'exécutant, le suivi et le bénéficiaire, tous ces acteurs doivent être bien informés. Ça c'est fondamental. Et ça, la première chose. Maintenant, pour les autres priorités, route, agriculture. Pour l'agriculture, le problème ne se pose pas parce que l'homme doit manger. Tant que nous avons la chair humaine, nous devons manger. Sinon, nous sommes même contre Dieu. Parce que Dieu a voulu que nous puissions manger, mais vous ne nous donnez pas à manger, vous ne voulez pas manger. Là, c'est contre Dieu. Mais pour bien faire les choses, on doit analyser la situation province par province ou territoire par territoire. Quand on prend tel territoire, on approfondit la réflexion, c'est là on va dégager quelle pourrait être la priorité ou les grandes priorités. L'agriculture peut être une des priorités, c'est vrai, mais l'agriculture a aussi des sous-questions. Des variétés? Non, quels sont les produits à privilégier? Est-ce que nous devons, quand on parle de l'agriculture, c'est un tout. Dans l'agriculture... Mais nous sommes dans un pays où on vous dit nous importons tout. Le maïs aujourd'hui est importé. Peu importe. On parle même du manioc. Mais peu importe. Même les piments. Mais c'est ça, raison pour laquelle il faut maintenant prioriser. On peut se dire, bon, nous n'avons que 5 millions pour l'agriculture. Devons-nous commencer par les piments? Ou devons commencer par le manioc ou le maïs? Ça, c'est maintenant la réflexion qui va dire, bon, commençons d'abord, comme on n'a que 5 millions, commençons d'abord par le manioc ou par ceci. C'est la réflexion qui va déterminer la priorité des produits. Mais dans l'ensemble, prenons l'hypothèse, on vous donne 5 millions, un gouverneur qui dit, bon, moi, pour les 5 millions, je voudrais d'abord qu'on commence par planter le caféier ou le cacaoyer. Nous sommes dans l'agriculture. Alors que les gens manquent le maïs, mais le gouverneur oriente ça d'abord vers le cacao ou le café. Vous voyez que du point de vue priorisation, nous sommes toujours dans le domaine de l'agriculture, mais du point de vue priorisation, on a... Mais nous savons aussi que nous avons une population paysanne nombreuse qui travaille dans les champs, c'est-à-dire en termes de la production des aliments de première nécessité. Le Congo est quand même béni à des hommes un peu forts. Mais bien sûr, c'est-à-dire, en principe, on ne devait même pas crever de faim, mais c'est lui qui travaille. On parle plutôt des difficultés d'acheminer les tout biens ça. Dans les centres de consommation c'est pour tout ça certains coins. C'est ça qu'on doit analyser. Tel coin produit tel produit. Le maïs, par exemple, on produit ça en grande quantité dans tel coin. Mais la route est bonne. Est-ce que vous allez encore prioriser la route? Vous allez seulement prioriser le maïs? Parce que la route est bonne déjà. Mais on peut avoir un coin très fertile où on peut produire le maïs. Il n'y a ni production de maïs alors que la terre est propice, ni route. Donc la priorité devient différente. Donc c'est la réflexion qui doit donner un bon canevas pour qu'on réussisse. Mais sinon, on va commencer on a besoin de routes. Allez, travaille sur les routes. On travaille sur les routes. Pendant qu'on vient de terminer à travailler sur la route ici, de l'autre côté, là, on a commencé à s'abîmer. Et puis, il faut encore repartir là-bas. On n'a plus d'argent et puis après, rien ne se fait. Mais quand on a réfléchi, commençons d'abord par ceci. Quand nous allons évoluer à tel niveau, nous aurons telle situation,
que nous allons résoudre, voilà comment nous devons évoluer. Ce canevas de développement, c'est ce qui va faire la réussite. Sinon, on va engloutir des fonds dans les routes, infrastructures, routes. Mais les routes, une année après, les routes s'abîment. Et puis, hôpitaux. Oui, les hôpitaux sont là. Non, mais et puis, les quelque temps hôpitaux, vous savez après... que c'est important parce que nous avons... Oui, des c'est coins où important. Mais partout, on tombe malade. Mais bien sûr, c'est important. Faut-il construire un nouvel hôpital ou bien réhabiliter ce qui existe? Ce sont des questions de se poser. Sinon, vous risquez d'engloutir l'argent. Il y a des endroits où réhabiliter coûte plus cher que construire. Là, on doit décider que non, ici, s'il faut réhabiliter tel hôpital, autant construire un nouvel hôpital. Donc, ce sont des réflexions qui doivent être faites pour finaliser la priorisation. Sinon, nous allons évoluer en désordre. Ah, Mama Yemo existe, bon, nous devons réhabiliter Mama Yemo. Alors qu'il y a de l'espace, peut-être en construisant d'autres bâtiments dans l'enceinte de Mama Yemo, ça pourrait être bénéfique que retaper des bâtiments. Mais parlons de cette question de l'éducation. Aujourd'hui, le Congo a besoin plus d'écoles. On parle des enfants, des millions qui ne fréquentent pas l'école et surtout dans nos villages, construire des écoles et aussi des bonnes écoles avec des bancs, des bons tableaux, en lieu et place d'en dessous des arbres où on voyait des enfants étudier, où même les enseignants écrivaient à peine sur un morceau de bois comme tableau. C'est quand même important que nos enfants, les générations futures, puissent être formés et encadrés dans de bonnes conditions. Ça, c'est... Oui, mais qu'est-ce que vous appelez bonnes conditions? Bonnes conditions, c'est étudier comme tous les enfants de la ville. Ah bon? Mais il y a des enfants de la ville qui étudient dans des salles climatisées. Donc on doit climatiser aussi des salles dans les villages, partout. Non, on dise qu'on parle est dans les bonnes conditions acceptables. Mais justement, ces conditions acceptables doivent être étudiées en disant, bon, tel coin, il suffit, c'est sur une colline, il suffit d'avoir peut-être des bâtiments avec des claustras, l'aération est suffisante, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas exiger qu'on dise, non, il faut comme en ville, il y a des classes climatisées, donc là aussi, il y a des maisons en étage, donc là aussi, il faut des maisons en étage, tout ça. Non. Ce sont les réflexions, les études qui doivent déterminer quel type de salle il faut mettre là-bas. Sinon, vous allez mettre des grandes salles, alors que dans ce coin-là, il y a à peine peut-être 20 élèves par classe. Mais vous avez habité les villages, mais vous étudiez vous avez habité les villes, mais vous étudiez dans des villages, dans de bonnes conditions, vous mais personnellement. Bien sûr, mais les internats de l'époque étaient et alors, de si très on bonne faisait qualité. comme ça dans chaque village, vous ne pensez pas que ce Non, serait un peu je ne dis pas que c'est mieux mauvais. pour nos enfants qui Ce n'est pas étudient sous mauvais. des arbres? Ce n'est pas mauvais. Étudiez simplement les critères, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand vous déciderez que nous allons avoir de bonnes écoles, maintenant, quel type d'école, quel type de bâtiment nous allons avoir, c'est tout. Mais ça, ce n'est pas des a priori, non. C'est la réflexion qui va vous dire, bon, ici, dans tel coin, ayons autant de salles de classe, dans tel coin, on doit avoir plus que ça. C'est ça les études, la réflexion. Moi, j'insiste sur la réflexion pour avoir de bonnes réponses. Sinon, nous allons faire des choses. Ah, comme on a construit dans tel village une école avec 15 locaux, donc partout dans les villages aussi environnants, on doit construire des écoles avec 15 locaux. Alors que quand il faut construire 15 locaux, il n'y a que 5 qui sont utilisés ou 6 qui sont utilisés. Je sais qu'en tant qu'auditeur interne, ce qui vous énerve le plus, et ce qui vous préoccupe, s'il faut que j'emploie le bon terme, le terme qui convient, c'est le fait que comment le projet et surtout les ressources qui seront mises à disposition seront gérées. Ça, c'est vraiment ce qui vous préoccupe mieux. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est un aspect seulement. La gestion de ces ressources est un aspect. Et surtout... Mais le plus important, c'est la réflexion. La réflexion va vous amener à prioriser les choses. Et quand vous avez priorisé les choses, vous saurez comment vous comporter face à cela. Alors, le comportement que vous allez avoir après cette étude, c'est ce comportement qui va vous garantir le résultat. Sinon, vous croyez avoir un résultat, alors que c'est un gâchis. C'est ça le problème. C'est comme le cas, vous dites qu'on doit construire des écoles, mais bien sûr, il faut construire des écoles. Bien sûr, il faut construire des hôpitaux, des routes. Mais maintenant, vous allez construire n'importe où et n'importe comment.
sans préoccupation, sans vous préoccuper. Bon, telle route, faut-il prioriser? On ne saura jamais, avec 1,6 milliard, on ne saura jamais aménager toutes les routes du pays. Impossible. Donc on doit commencer par certaines routes. Maintenant, si vous ne faites pas de bonnes réflexions, mais vous risquez de prioriser. Bon, comme ça, c'est le village de chef tel, nous allons aménager aussi la route qui conduit vers ces villages-là. Et pour vous, ça ne doit pas être un moyen de propagande? Non, la propagande, ce n'est pas nécessaire que ce soit un moyen de propagande. Ça ne peut pas être un moyen de propagande. Quand l'autorité agit au profit de la population, ce n'est pas de la propagande comme telle. C'est son devoir. Il remplit son devoir. Maintenant, c'est de la population de dire est-ce que le devoir que le chef a rempli est bon ou mauvais pour nous? C'est tout. Si c'est ce que vous appelez propagande, là, c'est autre chose. Mais il suffit que le chef dise moi, mes obligations, je dois faire ça et ça. Ça, c'est obligatoire pour moi. Maintenant, vous faites ça. Où est le problème? Vous avez fait ça. C'est votre obligation. C'est votre devoir. C'est pour ça qu'on vous a élu, que vous êtes là. Et votre crainte, c'est le fait que ces moyens, ces ressources, ce projet puisse sombrer comme nous avons vécu les épisodes du projet 100 jours, par exemple? Pas seulement 100 jours, c'est à peine, c'est il y a quelques jours. Mais les années antérieures, est-ce que le pays n'a jamais reçu beaucoup d'argent pour des infrastructures? Mais beaucoup d'argent. Mais pourquoi nous retrouvons avec des infrastructures de mauvaise qualité maintenant? Mais c'est parce que la réflexion qui avait été faite, il fallait garantir la suite. Vous construisez aujourd'hui. La suite, c'est quoi? Or, la suite ne sera garantie que par la réflexion, que nous allons construire les routes, comment on va les entretenir. On va les entretenir de cette façon. Comment on va faire ceci? C'est ça la réflexion. Tant que cette réflexion n'est pas faite, nous connaissons notre pays. Peut-être quelques infrastructures vont persister, mais les autres, pour la plupart, ça sera du gâchis. Vous parlez de connaître votre pays ou bien vous connaissez vos gens, les Congolais? Là, je vais revenir pour... Je connais le pays, les hommes et les territoires. Oui, mais la vraie question, est-ce que nous avons un problème d'hommes ou bien c'est un problème d'insuffisance de la réflexion? Mais s'il y a une réflexion insuffisante, la réflexion n'est pas faite par des bâtiments ou c'est l'homme. Donc c'est l'insuffisance de la réflexion de qui? De l'homme. Et là, nous sommes à ce niveau-là. Et dans notre pays, dans plusieurs domaines, moi je le dis toujours, il y a insuffisance de réflexion. La volonté y est. Mais la réflexion est insuffisante. Elle est lacunaire. Mais comment voulez-vous avoir des bons résultats? Or, il faut la démarche. C'est ainsi que je me suis insurgé contre la démarche qui voudrait qu'on fasse des constats. Ah, quelles sont les causes? On donne les causes d'une façon empirique et après, piste de solutions. Même, et puis après, bon, faisons ceci. Mais non, là, la réflexion est lacunaire. Non, mais c'est clair que nous voulons des écoles dans nos villages, nous voulons de bonnes routes, nous voulons des ponts, nous voulons des industries manufacturées, par exemple. Mais justement, pour valoriser notre agriculture. C'est des choses que nous voulons. Et vous pensez que nous n'avons pas de moyens pour les réaliser? Mais justement, c'est là où il faut comprendre la démarche. La démarche que je suis en train de défendre en disant, vous avez défini les objectifs, nous voulons les bonnes routes, nous voulons ceci. Maintenant, quand vous allez entrer dans ce qu'on appelle techniquement la cartographie des risques, c'est là où vous allez commencer à prioriser. Que non, commençons par ceci, commençons par cela. On ne doit pas commencer par la fin pour justifier les moyens qu'on a fait ça et ça. Non, cette réflexion, je dis bien, vous oblige à prioriser les choses. Et quand vous avez bien priorisé les choses, vous aurez aussi à atteindre les résultats escomptés. Sinon, vous allez tâtonner. Or, en matière d'argent, quand vous tâtonnez, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Alors, je vais vous poser la question d'un scientifique à l'université de Kinshasa la semaine passée qui a suivi notre émission. Il disait, dans un pays où nous négligeons les professeurs d'université qui sont en grève depuis plusieurs mois, vous pensez que nous pourrions avoir de bons résultats dans nos projets lorsque ceux qui peuvent réfléchir, ceux qui peuvent mettre de l'intelligence pour que les choses démarrent sont négligés? Mais voilà. C'est ainsi que nous disons,
tant que la réflexion est insuffisante, évidemment, ça c'est une façon de parler, que les professeurs sont en grève, on ne résout pas leurs problèmes, donc le développement, c'est une façon aussi de tirer les draps de son côté. Mais ce qui est réel dans ce qu'il dit, c'est que la réflexion doit être au centre de toutes les actions qu'on veut mener. On ne doit pas s'improviser, ça ne s'improvise pas. Donc, quand vous avez besoin de former des gens, eux sont parmi les formateurs. C'est tout à fait normal qu'ils disent, mais tenez compte de nous. C'est tout à fait normal qu'ils disent ça. Il a raison de le dire. De sorte que, quand vous ne parvenez pas à régler leurs problèmes, c'est que vous ne comprenez pas à suffisance leur importance. Mais si vous comprenez leur importance en disant que c'est eux qui nous aident à développer le sens critique. Parce que l'enfant qui va à l'université... Est-ce qu'on peut dire que le projet, par exemple, de développement de nos territoires, de développement à la base, pourrait également faire l'objet des études au niveau des laboratoires de recherche dans nos universités? Pas nécessairement. Peut-être qu'il y a des aspects qui peuvent exiger... Par exemple, on veut évoluer dans l'agriculture. Je vais donner 2 exemples. On veut évoluer dans l'agriculture. Maintenant, vous voulez vous dire quel type de produits on doit prioriser. Il y a des laboratoires dans les universités qui peuvent vous dire oui, compte tenu de la nature des sols, voici ce qu'il faut prioriser. Là, ça va mieux donner que d'autres choses. C'est une étude de laboratoire. Donc, ce n'est pas en regardant... Techniques, Pardon? Des études techniques. Très techniques. Donc les laboratoires universitaires deviennent extrêmement importants. Même pour les sols. On doit construire une route ici ou un pont. Mais il faut étudier la nature du sol. Mais qui va faire ça? Mais il y a des spécialistes, ils sont à l'université. Nos universités ont ces laboratoires, ont ces spécialistes. Mais recourir à eux, c'est mauvais. Si dans les 1,6 milliard, vous réservez 50 millions pour de telles études de sols et tout ça, et c'est mauvais. Mais c'est ça, ils seront contents, parce qu'au moins ils bénéficieront d'abord de la confiance, parce que quand vous recourez à eux, donc vous avez confiance en eux, et puis vous allez les rémunérer. Mais c'est une façon aussi de les aider. Vous allez peut-être acheter des réactifs, ainsi de suite. Mais c'est une façon d'aider les laboratoires. Là, au moins, quand vous avez des résultats, vous dites, bon, tel type de sol, il faut faire ça et ça. Si l'université vous a menti, c'est-à-dire n'a pas fait une bonne étude, au moins vous devez vous dire, mais vous, université... Mais par moment, quand on regarde, quand on observe l'échec des différents projets chez nous, on se dit par moment, est-ce que nous avons réellement ces hommes intellectuels, des hommes scientifiques qui peuvent aider le pays à aller de l'avant? C'est parce que nous les avons oubliés? Les hommes, les intellectuels, il y en a plein dans notre pays. On n'a plus un besoin d'intellectuels ou le minimum requis pour bien évoluer est là. Les intellectuels sont nombreux. Mais il faut les utiliser à bon escient. Quand vous prenez tel domaine, vous confiez à quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas exploité l'intelligence de cette personne. Donc, et c'est quand vous avez fait cette recherche, cet approfondissement, nous voulons atteindre l'objectif. Ici, on a besoin de qui? On a besoin des physiciens. Mais recruter les physiciens, vous n'allez pas recruter des chimistes. Pourtant, tous sont des intellectuels. Donc ici, on a besoin de tels. Recruter, l'étude vous démontre qu'il faut recruter. Si vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de personnes à recruter, vous pouvez maintenant dire, nous allons recruter ceux qui ont tel type de prérequis que nous allons former après le recrutement. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais quand on met les choses d'une façon Et selon vous, de tels projets ne devraient pas être gérés dans les cabinets politiques? Non. C'est-à-dire, être géré dans les cabinets politiques, les initiatives, parce que les cabinets politiques ont leur rôle. Les initiatives, l'orientation peuvent venir d'eux. C'est leur travail. Mais avant de décider, les techniciens doivent travailler. Et les techniciens sont là. On ne va pas importer la technicité. Nous avons nos techniciens. Peut-être la technologie. La technologie, parce que nous n'avons pas ce qu'il faut peut-être pour fabriquer tel type de matériel. Ça, on peut importer la technologie ou bien les matériels par rapport à cette technologie-là. Mais l'intellectuel, il y a beaucoup d'intellectuels dans ce pays.
il suffit de les mettre à profit. Maintenant, pour les mettre à profit, pour mieux les utiliser, vous voulez ceci, qui doit faire ça? Il ne suffit pas de construire les ponts, mais il y a des acteurs qui peuvent construire un pont. Vous n'allez pas me prendre moi et puis me jeter dans une rivière pour dire construisez-nous le pont. Vous allez avoir un pont, bien sûr, mais de quelle qualité? Donc, il y a des spécialistes chevronnés, vous dites, bon, construisez le pont. Ils vous font une étude, d'ailleurs vous-même vous êtes surpris des trucs qu'ils vont vous faire parce que c'est tellement bien que vous êtes même content. J'avais une dernière question à vous poser parce que nous tendons vers la fin. C'est la chance que vous accordez à ce projet. Je ne voudrais pas parler de la chance, mais au moins si c'était un conseil à prodiguer au gouvernement qui a initié ce projet, que nous voulons bien palper du doigt dans les années, peut-être une ou déjà avant la fin de cette année, qu'on palpe déjà du doigt les premières réalisations. S'il fallait donner la chance ou sinon un conseil, c'était lequel? Oui, c'est-à-dire de ne pas se limiter à construire. Réfléchissez. Si on veut atteindre tout objectif, commence par une réflexion approfondie. Quand ils vont réfléchir, ils vont prioriser et puis ils vont commencer. Ça ne veut pas dire que tout doit se faire maintenant. Commencez d'abord et puis la suite, même le peuple dira, ah, comme il a commencé ceci, qu'on lui donne le temps de terminer. Ça fait partie de la campagne aussi. Vous savez, on attend le peuple d'abord. Hein? Mais justement, c'est la réflexion qui va dire, bon, nous avons ces montants dans tel territoire. On doit faire quelque chose dans chaque territoire. Là, c'est bon. Commencez par la réflexion qui vous dira par où nous devons commencer. Et puis, on fait le chronogramme. On commence par ici, par renforcer les capacités de tout ce monde-là. Et puis, on passe à tel endroit, et puis telle étape, ainsi de suite. Même l'État, par exemple, de demander aux hommes politiques de comprendre l'importance de tout ça. Il ne suffit pas de faire, non, nous devons bien gérer nos routes, tout ça. Ça ne suffit pas. La réflexion doit être là. Si on ne réfléchit pas, nous aurons des ponts, on est en train de construire des ponts, mais après, comme on ne sait pas les utiliser à bon escient, comme on ne sait pas entretenir les routes, et puis après, les ponts commencent à se casser, les routes commencent à s'abîmer, on aura fait quoi? Donc on ne doit pas gaspiller cet argent. C'est une opportunité, mais autant y aller progressivement en commençant par la réflexion. J'insiste sur la réflexion, on sensibilise la population, ce qu'on peut appeler techniquement le renforcement des capacités et de la population, de tous les acteurs, tous sans exception. Les acteurs impliqués. Tous sans exception, on renforce leurs capacités. Maintenant, on passe étape par étape. On commence par telle priorité, on résout. Du côté route, on va commencer d'abord par la route qui relie tel point à tel point. On commence ne fût-ce que par là. L'agriculture, oui, on va d'abord commencer par le manioc, tel côté. Et de l'autre côté, on commence par le maïs. Voilà la priorisation. Et puis les ponts, on fait ceci. Les écoles, bon, on va commencer par telle école. Et puis après, on ne sait pas construire toutes les écoles. Donc c'est cette priorité qu'il faut mettre en chantier. Et les exigences pour qu'on atteigne ces résultats. Sinon, ça sera une bonne idée. Malheureusement, il y aura une durée limitée dans le temps et puis on n'en parlera plus. Merci beaucoup, M. Boufoumane, d'avoir répondu à nos questions. Je pense prochainement on reviendra pour répondre aussi aux questions des téléspectateurs. Ok, merci. Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette émission. Nous avons parlé du projet de développement de 145 territoires de la RDC initié par le chef de l'État. On revient prochainement pour répondre à vos questions et sur la même fréquence avec le même plaisir. Au revoir.